collègues. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle, cette fois encore, que l'auteur de la question, de même que le ou la ministre, dispose pour la réponse chacun de 2 minutes 30. Merci de bien vouloir respecter cette règle. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Lasserre pour le groupe Union des démocrates indépendants UC. Ça marche? Oui. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à vous, Monsieur le Ministre du Redressement productif. Je me permets d'attirer votre attention sur un sujet très préoccupant pour notre région, notre département, les Pyrénées-Atlantiques. Je parle de la cession par le groupe Total de sa filière Transport Infrastructure Gaz de France, dite TIGF. TIGF, dont le siège est basé à Pau, employant actuellement près de 500 salariés dans le Grand Sud-Ouest, a pour activité principale le transport et le stockage du gaz naturel. Cette activité est clairement portée depuis des décennies par la société mère Total, au-delà de son activité dans l'exploration-production. Depuis quelques semaines, Total a manifesté sa volonté de se séparer de sa filiale TIGF, prétextant les nouvelles conditions du marché européen et particulièrement le plan de réorganisation du transport de gaz engagé en Europe, énoncé notamment dans la directive du 13 juillet 2009 et transposé dans le Code de l'énergie français aux articles L 111-21 et suivants, qui rend obligatoire l'indépendance des gestionnaires de réseaux gaziers vis-à-vis des producteurs. Or, le motif invoqué par Total ne semble pas fondé puisque la société TIGF a reçu la certification de la Commission de régulation de l'énergie en janvier dernier, sous réserve de quelques modifications qui sont déjà en cours, ce qui signifie qu'elle est conforme à la directive européenne ou qu'elle pourrait l'être très rapidement. Sa volonté d'indépendance est claire et déjà en cours de mise en œuvre dans les faits. Ainsi, face à cette situation jugée inacceptable, les syndicats, les salariés, les élus locaux n'ont pas tardé à réagir. Les revendications et manifestations se succèdent depuis cet été, car ce sont des centaines d'emplois qui peuvent être mis en péril pour notre département des Pyrénées-Atlantiques. Nous attendons de la part d'un géant du pétrole comme Total qu'il leur expose un plan de reprise clair avec des garanties concernant leurs emplois et leur savoir-faire. Par ailleurs, le groupe Total considère que la territorialité d'intervention de TIGF est actuellement insuffisante. Il est donc probable que le repreneur ait une aire d'intervention beaucoup plus vaste. Se poseront alors évidemment les questions consécutives à tout regroupement, restructuration, rationalisation des moyens et par voie de conséquence de fortes interrogations sur l'emploi. De plus, peut se poser la question de la pertinence de l'abandon de responsabilité d'une société française dans un domaine aussi stratégique que celui du transport et du stockage du gaz naturel. Monsieur le ministre, je vous demande donc, face à cette menace de cession qui pénaliserait lourdement l'industrie béarnaise et risquerait de toucher des centaines d'emplois, face au silence du gouvernement depuis cet été, ce qu'il projette de faire, en fait, au regard des nombreuses problématiques liées à ce dossier, énergétique, de sécurité industrielle et sociale, l'État doit jouer un rôle majeur et ne peut rester spectateur. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Jacques Lasserre, vous évoquez en effet un dossier auquel le gouvernement est très attentif et qu'il surveille de près, le dossier TIGF, qui est en effet une filiale à 100% de Total, spécialisée dans le transport-stockage de gaz, dont le siège social, vous avez raison de le signaler, est situé à Pau, emploie 500 personnes, est une entreprise par ailleurs extrêmement rentable et qui fait l'objet aujourd'hui d'une opération d'abandon de la part de Total, Total souhaitant céder cet actif pour procéder à des opérations de désendettement. Je dois vous indiquer, comme élément de réponse, que le gouvernement est particulièrement attentif au sort de TIGF, que, compte tenu de ses missions et de ses obligations de service public, car l'article L 121-32 du Code de l'énergie, l'activité de transport et de stockage de gaz obéit à des obligations de service public qui amènent le gouvernement à ne pas se désintéresser de cette cession privée et considérer que cette cession concerne l'intérêt public et national. Y a-t-il des inquiétudes? Oui, elles ont été exprimées à plusieurs reprises par de nombreux élus
les Pyrénées-Atlantiques, Monsieur Georges Labazé, qui est le président du département, Madame Espagnac, Madame Linière-Cassou, Monsieur Habib ou Madame Chaban, qui nous ont saisis, comme vous le faites aujourd'hui, Monsieur Lasserre, de façon transpartisane, de ces inquiétudes des personnels qui se demandent si des opérations de défaisance, de restructuration auront lieu. Où en sommes-nous déjà du processus de cession? C'est le premier point de réponse. Depuis vendredi dernier, les lettres d'intention ont été déposées par plusieurs consortiums. Il y a plusieurs offres françaises, il y a des offres étrangères. Il s'agit éventuellement, ou grosso modo, d'une cession s'élevant jusqu'à plusieurs milliards d'euros. Avec Madame Delphine Batho, la ministre de l'Énergie, nous sommes évidemment particulièrement attentifs et souhaitons connaître les intentions de Total. Lorsque Total se sera exprimé auprès du gouvernement, il est évident que nous serons en mesure de vous donner de plus amples informations, mais le gouvernement souhaite maintenir TIGF dans sa force, sa rentabilité, son implantation et sa puissance, et aussi dans son niveau d'emploi. Cela est un point important pour la région dont vous êtes issu, Monsieur le Sénateur. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur François Rebsamen, Monsieur le Président pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à vous. L'article 24 de la Constitution dispose que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. C'est pourquoi nous savons tous sur ces bancs que les collectivités locales réalisent plus de 70% de l'investissement public. Après la déconfiture de Dexia, Monsieur le Premier ministre, qui était leur principal financeur, les collectivités se sont heurtées à des difficultés croissantes pour accéder au crédit. Cette situation, vous en conviendrez, est un frein à la croissance et à l'emploi. Certes, le gouvernement a pris des mesures d'urgence. Le ministre de l'économie et des finances l'a annoncé l'autre jour à Dijon, notamment le déblocage d'une enveloppe exceptionnelle de 5 milliards d'euros en 2012 sur fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Et la Banque postale a décidé de son côté d'accorder des prêts aux collectivités pour un montant de 3 milliards d'euros. Mais ces enveloppes portent, et nos collègues le savent, sur des prêts de court et de moyen terme. Or, les collectivités ont besoin assurément de financer, j'allais dire dans l'intérêt même de notre pays, des investissements structurants pour la croissance et l'emploi de notre économie. Des investissements structurants qui nécessitent, Monsieur le Premier ministre, des financements sur une durée parfois supérieure à 20 ans. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est assez simple. Le gouvernement envisage-t-il des mesures pour permettre ces investissements de long terme et si oui, lesquels? Merci de votre réponse. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président François Rebsamen. Vous mettez l'accent sur un problème très important pour la croissance et l'emploi dans notre pays. C'est la question centrale aujourd'hui. Le 6 novembre, j'ai annoncé le pacte pour la compétitivité, la croissance et l'emploi. Les collectivités locales, par leurs investissements, y contribuent fortement. Elles ont engagé des investissements très importants de proximité, mais aussi des investissements structurants. Vous avez rappelé l'esprit, mais aussi la réalité de ce que représente dans notre pays l'investissement des collectivités territoriales, plus de 70% de l'investissement public. C'est dire à quel point, surtout dans cette période, leur rôle est plus crucial que jamais. La question du financement, je l'ai affrontée dès ma prise de fonction. Tous les élus, et pas seulement les rapports qui me remontaient, mais tous ceux que je rencontrais, des collectivités locales les plus grandes comme les plus petites, m'alertaient sur cette situation. Pour l'essentiel, la crise de financement en investissement ou en trésorerie des collectivités territoriales était due à la crise de Dexia. Je ne vais pas ici développer les causes qui ont conduit à cette crise, même si on peut la qualifier de navrante, et le Président de la République, devant le Congrès des maires de France, l'a évoqué brièvement en rappelant que l'ancienne CAEC, l'ancien Crédit local de France, a pris des décisions à une époque
plus qu'aventureuse, j'irais même irresponsable, dont on paye les conséquences aujourd'hui, puisqu'il faut empêcher la faillite de Dexia, qui est maintenant une banque franco-belge, et que l'État belge comme l'État français devront, avec l'argent des contribuables, contribuer à la facture. Et il faut rappeler la responsabilité, effectivement, de ceux qui l'ont prise ces dernières années. Et elle est effectivement lourde, elle est effectivement grave, et elle a des conséquences pour le financement de l'investissement des collectivités locales. Donc, vous l'avez rappelé, un crédit d'urgence avec la Caisse des dépôts pour 2012 de 5 milliards. Et puis, la préparation, puisque maintenant un accord est intervenu avec la Belgique et qui fait l'objet d'une négociation finale avec la Commission européenne pour prendre la suite de Dexia avec la future banque des collectivités locales qui va s'appuyer sur la banque postale avec le concours de la Caisse des dépôts, et son travail a déjà commencé. Mais ça ne suffira pas. C'est pour cela que le gouvernement a pris deux décisions que le président de la République a évoquées dans son intervention et qui sont extrêmement concrètes. D'abord, la levée de 20 milliards d'euros, 20 milliards, vous m'avez posé une question précise, je vous réponds, à partir des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts. 20 milliards pour les investissements structurants et de long terme des collectivités locales, pour la plupart plus de 20 ans. Ça concerne les transports publics, ça concerne l'eau, ça concerne l'assainissement, ça concerne aussi les travaux dans les équipements publics, en particulier scolaires, en matière d'isolation thermique, et ça concerne aussi un chantier très important auquel vous êtes très attachés, et au Sénat vous en avez souvent parlé puisque vous avez même débattu de cela à travers une proposition de loi. Ce sont les investissements qui sont aussi source de compétitivité et de croissance dans le numérique pour accéder sur tous les territoires au haut débit. Donc ces investissements seront financés. Concernant le numérique, je présenterai dans quelques semaines un plan d'ensemble. Et puis, enfin, le gouvernement, et le président de la République l'a annoncé, a donné son accord pour que soit créée une agence de financement des collectivités locales. C'est vrai que ce sont souvent les plus grandes qui sont à l'origine de ce projet, pour lever des fonds sur les marchés financiers sans que pour autant la garantie de l'État et des contribuables soit appelée. Mais ce dossier a été mûrement réfléchi, a été expertisé, il fait l'objet d'un consensus, les collectivités locales sont engagées et le gouvernement, et le président de la République l'a annoncé, a donné son accord. Donc quand on fait l'addition de tous ces dispositifs, à la fois de court terme, à la fois de moyen terme et de long terme, je crois que l'horizon pour le financement des collectivités territoriales s'est éclairci, mais c'est une nécessité, c'est une question d'intérêt général, c'est le respect des décisions des élus de toutes ces collectivités territoriales, et vous l'avez rappelé à juste titre, Monsieur le Président François Rebsamen, mais c'est aussi un plus pour la croissance et l'emploi. Merci. Monsieur Joël Labbé, pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Monsieur Stéphane Le Foll. Elle concerne la santé des abeilles, la surmortalité des abeilles et l'effondrement des colonies sont des phénomènes très préoccupants que l'on observe à l'échelle nationale et aussi à l'échelle de la planète. Certaines familles de pesticides, les néonicotinoïdes et les phénylpyrazoles, sont clairement mises en cause par de nombreuses études. Ils relèvent d'une classe d'insecticides agissant sur le système nerveux central des insectes. Ce type de pesticide, dit systémique, est présent sur le marché de l'agrochimie depuis 1994. Ces études démontrent la très forte toxicité du traitement des semences par enrobage des graines. Ce traitement entraîne un effet dit à haute persistance, c'est-à-dire que le pesticide est diffusé dans toute la plante, et cela tout au long de sa vie. Cependant, il est à noter que la plupart des études qui servent de base aux délivrances des autorisations de mise sur le marché se concentrent sur les doses létales de pesticides. Or, des doses non létales, souvent faibles, peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour les abeilles, l'effet létal étant alors indirect.
C'est ce qu'a prouvé l'étude française publiée dans la revue Science le 29 mars 2012. La capacité de retour à la ruche est affectée et ainsi il a été constaté une surmortalité très importante des abeilles alors même qu'elles sont exposées à une dose pourtant 5 fois inférieure aux doses considérées comme mortelles. L'évaluation des risques des pesticides doit donc nécessairement, systématiquement, prendre en compte les effets létaux indirects dans le calcul de l'impact sur les pollinisateurs, ainsi que la toxicité chronique, larvaire et sublétale. Le 23 mai 2012, l'EFSA a publié un avis scientifique sur la manière dont les pesticides devraient être évalués quant à leur impact sur les abeilles. Cette analyse démontre que les pesticides de la famille des néonicotinoïdes et des phénylpyrazoles n'ont jamais été correctement évalués et que, par conséquent, les autorisations de mise sur le marché l'ont été sur la base d'évaluations erronées. L'abeille est un vecteur de pollinisation indispensable à la biodiversité. Elle joue un rôle écologique primordial pour la sécurité alimentaire et revêt un enjeu économique majeur. Sa valeur a d'ailleurs été chiffrée à 150 milliards de dollars par an. Mais encore bien au-delà de ces chiffres, l'abeille nous a d'une telle utilité irremplaçable que si elle venait à disparaître de la planète, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre, comme l'a proclamé M. Albert Einstein, qui était, lui, à la fois autant scientifique que philosophe. Poser la question et finir rapidement, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Agriculture, dans l'attente d'une réévaluation complète des néonicotinoïdes et des phénylpyrazoles, selon les nouvelles lignes directrices de l'EFSA, comptez-vous suspendre les autorisations de mise sur le marché de ces produits en France, à commencer par le Cruiser sur les maïs, et ce afin de préserver les abeilles. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Stéphane Le Foll. Merci de votre attention. Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Monsieur l'abbé, j'ai cru comprendre qu'au début de votre question, il y a eu un murmure dans cette assemblée silencieuse d'habitude pour saluer le sujet que vous évoquiez, celui des abeilles. Il est vrai que les abeilles sont dans la nature un outil précieux, vous l'avez dit, pour la pollinisation, et il faut tout faire pour préserver ce rôle-là. J'indiquerai d'ailleurs que la France, au passage, est un pays qui consomme 40 000 tonnes de miel et qu'en produit 18 000 tonnes, elle en importe 16 000 tonnes qui proviennent en particulier de la Chine, pasteurisées et filtrées. J'invite donc chacun à mesurer l'effort que nous devons faire pour la production de miel en France. Le ministre de l'Agriculture a pris des décisions et il y aura un plan stratégique qui sera présenté en début d'année prochaine, justement pour développer à la fois la production de miel et surtout les protections qui doivent être données aux abeilles. Vous avez évoqué la famille des néonicotinoïdes, sujet que j'ai dû traiter à peine arrivé au ministère de l'Agriculture, après cette étude du magazine Science qui a été confirmée par l'avis de l'ANSES et qui m'a conduit à interdire le Cruiser sur le colza, famille des néonicotinoïdes. Ça m'a permis d'ailleurs, à l'échelle européenne, d'engager une discussion avec le commissaire de l'époque, M. Dalli, pour que l'EFSA, à l'échelle européenne, fasse aussi une étude sur l'ensemble de cette famille, compte tenu des conséquences qui avaient été mesurées sur le Cruiser, colza, fleurs, nectifères, et la possibilité qu'il y ait à ce moment-là des conséquences sur d'autres plantes pour les abeilles. La mortalité, vous l'avez dit, des abeilles est liée, aujourd'hui tout le monde est d'accord, à des phénomènes multifactoriels. Il n'y a pas qu'un seul facteur. Et l'effort que nous devons faire sur les phytosanitaires et le recours aux phytosanitaires, indépendamment de la question des abeilles, est un effort que nous allons conduire pour réduire les recours globaux aux phytosanitaires, quelles que soient les productions. C'est un engagement qui a été pris. Pour ce qui est donc des néonicotinoïdes, et la question qui m'était posée, si j'ai bien compris à la fin, malgré le brouhaha, est-ce que j'interdirai ou y aura-t-il un moratoire? Il n'y aura pas de moratoire tant que je n'aurai pas les résultats des études. J'ai pris comme principe, ça a été le cas d'ailleurs pour l'étude Serralini
comme celle pour le cruiser, d'avoir des décisions rapides à partir du moment où j'ai les résultats scientifiques qui me sont fournis. J'attendrai donc les résultats de l'EFSA. Je pousse au niveau de la Commission pour que cette étude soit faite et qu'on nous donne des résultats, parce que dans un certain nombre de pays, des décisions ont été prises, selon les cas, sur le maïs, sur le colza. Nous avons besoin d'harmoniser notre position à l'échelle européenne. Sachez que le ministre de l'Agriculture tient aux abeilles. Merci. Merci. Monsieur Michel Billoux, pour le groupe communiste républicain et citoyen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Pendant plusieurs jours, la population de la bande de Gaza a été soumise à un intense bombardement de l'aviation israélienne en représailles aux tirs de roquettes pratiqués par le Hamas et d'autres groupes armés. Cette brutale exacerbation du conflit israélo-palestinien, les tirs de roquettes d'un côté, l'usage disproportionné de la force par le gouvernement israélien de l'autre ont déjà causé la mort de 5 Israéliens et de 155 Palestiniens, principalement des civils, dont des femmes et des enfants. L'attentat qui a eu lieu hier à Tel Aviv et que je condamne aussi montre bien les risques d'un engrenage. Ce n'est pas la violence qui assurera la sécurité d'Israël ni la paix dans la région. Un fragile accord de cessez-le-feu a été trouvé hier. C'est une très bonne nouvelle. Monsieur le ministre, je sais tous les efforts diplomatiques que vous avez déployés pour contribuer à cette trêve, en vous rendant sur place la semaine dernière et en rencontrant les différents protagonistes engagés dans des pourparlers indirects, dans lesquels l'Égypte joue d'ailleurs un rôle essentiel et qu'il faut également saluer. Mais une trêve n'est pas la paix. Elle ne saurait régler le fond du problème. Le blocus de Gaza est maintenu. La colonisation de la Cisjordanie de Jérusalem-Est par le gouvernement israélien se poursuit au mépris de nombreuses résolutions de l'ONU restées sans effet. Car au-delà de ces événements dramatiques, triste répétition de ce que l'on a déjà connu il y a quelques années avec l'opération Plomb durci, on peut supposer que cet enchaînement de provocations et de répression n'a d'autre but que de torpiller une solution à 2 États reconnue par la communauté internationale. Il s'agit là d'un point sur lequel le Hamas et le gouvernement israélien sont en parfait accord. C'est pourtant désormais la seule voie pour mettre fin à ce conflit de plusieurs décennies, une solution fondée sur la sécurité d'Israël et le droit des Palestiniens à disposer d'un État dans les frontières de 1967. C'est tout le sens de l'initiative que prendra l'autorité palestinienne le 29 novembre prochain, lorsque le président Mahmoud Abbas présentera une résolution devant l'Assemblée générale des Nations unies tendant à accorder à la Palestine le statut symbolique d'État non membre. D'où ma question, Monsieur le ministre. Le face-à-face auquel la communauté internationale a contraint les Palestiniens et les Israéliens, appelé processus de paix, a totalement échoué. Désormais, seule une reconnaissance internationale d'un État palestinien permettrait d'avancer dans le règlement de ce conflit en reprenant les négociations dans un nouveau cadre. Pouvez-vous me préciser la position qu'adoptera la France lors du vote de cette résolution, au moment où, selon un sondage, une grande majorité de Français souhaitent que Paris soutienne l'initiative palestinienne? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, d'abord il faut, comme vous l'avez fait, saluer la bonne nouvelle que représente le cessez-le-feu qui est intervenu hier en fin d'après-midi entre Israël et le Hamas. J'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone ce matin même mon collègue ministre des Affaires égyptien et j'ai salué l'importance de la contribution de l'Égypte dans ce qui n'est qu'un cessez-le-feu, mais ce qui est un cessez-le-feu. Et j'ai pris contact avec nos partenaires israéliens pour approuver aussi, puisque j'avais eu l'occasion de les rencontrer dimanche, le geste qui a été fait par Israël. C'est une bonne nouvelle et en même temps, vous l'avez souligné, c'est une nouvelle fragile. D'abord parce que, à partir des heures qui viennent, d'autres discussions s'engagent. Du côté israélien, il y a la demande légitime
que, bien sûr, les tirs de roquettes ne reprennent pas et qu'on évite, c'est la responsabilité de l'Égypte, et qu'il y ait de nouveaux afflux d'armes. Et il faudra que l'Égypte contrôle pas seulement ce qui est fait par le Hamas, mais l'ensemble des groupes. Et symétriquement, il est demandé qu'il y ait un desserrement du blocus. Et donc, ce sont les discussions qui sont devant nous. Et la France a dit à ses partenaires qu'elle était disponible si on pouvait aider. Voilà où nous en sommes. Maintenant, vous posez la question plus générale de la paix et vous posez la question de la résolution qui probablement va être déposée dans les jours qui viennent et qui, si elle est déposée, devrait faire l'objet d'un vote jeudi prochain. On peut discuter sur l'opportunité à cet instant de déposer une résolution. Mais si elle est déposée, il faudra bien que nous nous prononcions. Nous sommes en discussion avec, bien sûr, les Palestiniens, nous sommes en discussion avec nos partenaires européens. Je puis vous indiquer une direction, qui est celle d'ailleurs qui a été prise à la fois depuis très longtemps par les principaux partis politiques français, lors du gouvernement précédent, lorsque, à propos de la question de savoir si la Palestine devait rentrer à l'UNESCO, c'est un vote favorable qui avait été fait. Et en ce qui concerne le gouvernement actuel, je veux rappeler que l'engagement numéro 59 du candidat devenu président François Hollande dit qu'il y aura reconnaissance internationale de l'État palestinien. Voilà où nous en sommes. Voilà l'état des discussions. Ce dont il s'agit, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est de réaffirmer la position de la France. La France est l'amie d'Israël et du peuple palestinien. La cause qu'elle défend est celle de la paix, laquelle implique la sécurité d'Israël et le droit des Palestiniens à disposer d'un État viable, démocratique, pacifique. Merci. Merci. Monsieur Robert Tropeano, pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Égalité des territoires et du Logement. Madame la ministre, suite à l'alternance et à notre victoire collective du mois de mai et juin dernier, le Président de la République et son Premier ministre ont pris la décision de créer un ministère de l'égalité des territoires, ministère dont vous avez la charge. Par cette décision a été reconnue et admise l'urgence qu'il y a à lutter contre l'accroissement quasi ininterrompu des inégalités territoriales dans notre pays depuis maintenant plusieurs décennies et sous différentes majorités. Car l'enjeu, mes chers collègues, dépasse bien évidemment les clivages politiques. Il s'agit tout simplement de l'unité de la République à laquelle nous sommes tous ici très attachés. Et pour cause, puisque notre Assemblée, conformément à l'article 24 de la Constitution, assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Et n'en déplaise à certains qui voudraient voir le Sénat coupé des réalités locales et des difficultés quotidiennes des territoires, perdant ainsi sa vocation première, inhérente à l'essence même du bicamérisme. Notre pays connaît aujourd'hui une fracture territoriale qui nourrit et aggrave une longue série d'inégalités entre les citoyens. Inégalités dans l'accès aux services publics, au logement, à la santé, à l'emploi, à la culture. Inégalités scolaires en matière de transport ou encore de haut débit. Les dégâts de l'abandon d'une véritable politique d'aménagement du territoire sont désormais visibles dans nombre de banlieues fragiles, mais aussi dans bien des territoires ruraux. Et plus grave encore, ces inégalités ne font que s'accroître. Si bien que les territoires riches, bien équipés et bien desservis, sont toujours mieux lotis, et les territoires les plus pauvres sont de plus en plus pauvres, subissant même une double peine puisqu'ils doivent supporter plus lourdement le poids de l'impôt local. L'insuffisance des dispositifs actuels de péréquation est avérée. Elle a été maintes fois dénoncée, notamment par plusieurs travaux du Sénat. Il est temps d'enrayer cette spirale infernale et de lutter contre cette fracture territoriale qui mine les fondements du pacte républicain. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple.
Quelles sont les intentions du gouvernement en la matière? Allez-vous restaurer une politique volontaire d'aménagement du territoire? Comment entendez-vous développer une politique ambitieuse pour que l'égalité des territoires dont vous avez la charge redevienne une réalité? Merci. Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous avez raison de pointer la nouveauté que constitue ce ministère de l'Égalité des Territoires et vous avez raison d'indiquer que ce que nous avons vécu dans notre pays depuis 10-15 ans, après une époque d'aménagement du territoire extrêmement volontariste, voire dirigiste, voire même dans certains cas un peu autoritaire, a été une sorte de laisser-faire en privilégiant une intervention sur quelques territoires, considérant que les territoires les moins favorisés pourraient bénéficier de cette intervention volontariste sur quelques territoires. Ce n'est pas le résultat auquel nous avons pu constater, puisque si l'égalité entre les grandes régions a plutôt augmenté, les inégalités au sein des territoires se sont accrues. Et si 85% de la population vit en ville, aujourd'hui, 70% du territoire français est un espace rural. Donc nous ne pouvons accepter de laisser perdurer cette fracture, voire même de la voir s'accroître. C'est pourquoi, au-delà de cette conviction qui est celle du gouvernement et qui est bien évidemment la mienne, nous avons une ambition, celle de faire en sorte que toutes les politiques publiques passent désormais au filtre de cet objectif d'égalité des territoires, en particulier dans cette période difficile et exigeante de redressement des finances publiques. Mais nous avons des objectifs aussi très clairs, et notamment pour répondre à ce que vous avez pointé en matière de services publics, c'est en nous appuyant sur l'initiative qui a été portée dans 22 départements par la DATAR, l'initiative Plus de services au public, de mettre en place un dispositif qui permet d'appuyer le travail et la cartographie des services publics sur le territoire, bien plus que par une vision verticale. Cette question de l'accès aux services publics est absolument déterminante pour lutter contre le sentiment d'isolement, voire même de relégation que peuvent ressentir une partie des habitants de nos pays en zone rurale, en zone hyper rurale, voire même dans certains quartiers urbains. Lutter contre l'isolement, c'est aussi travailler de manière très active en faveur de l'aménagement numérique, outil décisif, essentiel. L'ambition énoncée par le Président de la République est très forte. Nous travaillons à faire en sorte que cette fracture numérique disparaisse, se résorbe dans les 5 années qui viennent. Et enfin, une méthode. Cette méthode, c'est celle de la consultation, c'est celle de la concertation avec les élus, mais aussi avec cette commission pour la mise en place d'un commissariat général à l'égalité des territoires qui, 30 ans après le début de la décentralisation, doit penser différemment les relations entre l'État et les collectivités locales sur la base d'une volonté d'égalité des territoires, d'une vraie contractualisation au plus près des territoires en reconnaissant leurs spécificités. Voilà, Monsieur le Sénateur, l'ambition qui est grande et la méthode qui, j'espère, vous satisfera du gouvernement en matière d'égalité des territoires. Merci. Monsieur François-Noël Buffet pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question était à l'attention du Premier ministre. Le Président de la République s'est engagé à l'occasion de la campagne électorale à l'autorisation du mariage homosexuel. Il y a quelques semaines, le Conseil des ministres en a acté le principe. Cette décision, incontestablement, a suscité des réactions de tous bords, de toute nature, singulièrement 100 000 manifestants ce week-end dernier, 17 000 officiers d'état civil de tous les bords politiques se sont émus de ce texte. À l'occasion du congrès des maires qui vient de se dérouler mardi dernier, le Président de la République, dans son intervention, a fait état d'une clause de conscience possible pour les maires. Sans doute conscient lui-même que le sujet posait problème, en tous les cas, ouvrait le débat. Proposant qu'effectivement les maires puissent ne pas célébrer, et à ce moment-là demander à un de leurs adjoints ou un de leurs membres du conseil municipal de le faire. De deux choses l'une, soit il ne sait pas que c'est déjà possible, soit il n'est effectivement pas convaincu de la proposition et cherche une porte de sortie. Et puis nous apprenons hier et dans la presse ce matin, rétropédalage, non du tout, pas de problème de clause de conscience, le texte sera
présenté tel qu'il doit l'être et pas de changement particulier. Incontestablement, le Président a posé ce texte sur le plan de la morale et il a, de ce fait, peut-être raison, ou je ne sais pas. En tous les cas, il a posé cette question-là. Et il est incontestable que les réactions importantes qui se sont présentées ces dernières semaines font que la question et le débat doivent être ouverts au plan national et dans des conditions organisées. Ce que nous demandons aujourd'hui, Madame le ministre, je pense que c'est vous qui allez me répondre, c'est d'abord quelle est la position claire et nette du gouvernement et du président de la République sur ce texte. Et ensuite, nous vous demandons de retirer ce texte et d'organiser, comme ça a été le cas sur des grands sujets comme la bioéthique notamment, un grand débat national afin qu'il y ait une discussion ouverte et claire avant que sur un sujet de société aussi important, les parlementaires aient à se prononcer. Merci. Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Buffet, le Premier ministre, dont vous savez le respect qu'il a toujours montré aux élus et aux parlementaires en particulier, vous prie de l'excuser, il a dû se rendre à une autre contrainte. Je vais répondre à votre question. Non, ça n'est pas à une contrainte. Et la faute m'est totalement imputable. Le sujet que vous évoquez n'est pas un sujet de morale, monsieur le sénateur, et dans cette haute assemblée, il vous est aisé de concevoir qu'il s'agit d'un sujet de droit et d'un engagement sur l'égalité, un engagement que le président de la République a porté sans la moindre ambiguïté pendant toute sa campagne, et il a souhaité que le gouvernement mette en œuvre cet engagement très vite, de sorte qu'avec la ministre chargée de la Famille, Dominique Bertinotti, nous avons été chargés d'engager les auditions de façon à construire le texte avec la rigueur qu'entend notre Code civil. Vous avez cité le président de la République avec une inexactitude qui n'a échappé à personne. Vous êtes ici la Haute Assemblée, c'est-à-dire la Chambre des collectivités. Vous connaissez d'une façon générale l'attachement des maires à l'exercice de leurs prérogatives et en particulier lorsqu'ils agissent en qualité d'officiers d'état civil, en qualité d'agents publics et qu'au nom de l'État, ils célèbrent des mariages. Il s'agira, si les deux chambres votent cette réforme, d'un texte de loi qui s'appliquera sur l'ensemble du territoire. Les textes de notre droit actuel seront appliqués à ces mariages à droit constant. L'institution du mariage est donc ouverte aux couples de même sexe et l'adoption comporte le mariage leur sera ouverte dans les conditions prévues actuellement par le Code civil. Il n'y a donc aucune ambiguïté, il n'y a aucune intention de retrait du texte. Le débat a lieu dans la société. Il a eu lieu pendant la campagne électorale où le président de la République, candidat, a porté sans ambiguïté cet engagement. Il y a d'ailleurs des personnes qui ont choisi de ne pas voter pour lui parce que cet engagement était parfaitement assumé par le candidat. Quant aux maires, nous n'avons aucune inquiétude. Nous connaissons leur esprit républicain. Que quelques-uns s'expriment, c'est leur liberté. Ils connaissent le droit, ils en connaissent la rigueur et ils choisissent, selon leur totale liberté, de s'y opposer et d'en assumer éventuellement les conséquences. Mais nous sommes tranquilles, nous savons que la grande majorité des maires vont se conformer au droit comme ils le font aujourd'hui déjà. Et nous avons entendu, y compris dans vos rangs, de plus en plus de maires qui assument d'assurer la continuité du service public sur l'intégralité du territoire, de respecter l'égalité des droits et par conséquent d'agir en républicain. La parole est à Monsieur Jean-Marc Todeschini pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Redressement productif.
Elle concerne l'avenir des hauts fourneaux de Florange, mais à travers cet avenir, Monsieur le Ministre, il en va aussi de l'avenir de notre industrie lourde, car, comme vous le savez, Florange est devenu un symbole de la désindustrialisation et de ses ravages pour la France entière. Avec Petroplus, voilà deux noms qui incarnent aux yeux des salariés, mais aussi de nos concitoyens, que, pour certains, seule la course au profit des dirigeants et des actionnaires compte au détriment des emplois et de notre industrie. Au préalable, Monsieur le Ministre, pour avoir été en contact régulier avec vous, comme mon collègue Michel Lipgott et ma collègue sénatrice Gisèle Prince, je voudrais saluer votre engagement, votre disponibilité sur ce dossier de Florange, afin d'aboutir à la meilleure solution possible pour l'avenir de notre sidérurgie et de notre industrie lourde. À l'Assemblée nationale, hier, Monsieur le Ministre, vous avez déclaré que 2 offres de reprise du site d'ArcelorMittal Florange étaient faites, mais sur un périmètre plus large que celui que M. Mittal entend céder. Un peu connaisseur du dossier, j'en déduis que les éventuels repreneurs ne souhaitent pas, et à juste titre, la coupure de la filière chaude et de la filière froide, ce qui serait effectivement un non-sens industriel, mais aussi économique. Le rapport que vous a remis M. Faure faisait la démonstration que le site de Florange avait un avenir certain, avec une production d'acier de qualité et des principaux clients qui sont situés encore plus à l'est que la Lorraine, donc encore plus éloignés du site de Dunkerque. Dunkerque, la même où, malgré les déclarations du groupe ArcelorMittal, un haut fourneau ne redémarrera pas dans l'immédiat. En Lorraine, nous savons, Monsieur le Ministre, ce que valent les engagements de M. Mittal, surtout à Gondrange. Mais nous savons aussi ce que sont devenues les promesses du précédent président de la République, M. Nicolas Sarkozy. Monsieur le Ministre, il ne serait pas acceptable qu'en présence de repreneurs sérieux, M. Mittal puisse dicter sa loi sur l'avenir de notre industrie, de notre production d'acier. Face à cette mondialisation, je sais les efforts que fait le gouvernement pour la compétitivité de notre industrie. Mais n'est-il pas temps d'envoyer un message fort à l'Europe sur le sujet et plus largement d'envoyer un signal fort de la volonté politique du gouvernement de sauvegarder l'industrie lourde et ses milliers d'emplois dans notre pays? Comment le gouvernement peut-il, d'ici le 1er décembre, amener M. Mittal à assumer ses responsabilités et l'amener à modifier le périmètre de cession? Dans le cas contraire, n'est-il pas temps d'écrire le changement et de se donner les moyens législatifs, face à la famille Mittal, de pérenniser la production d'acier français et les hauts fourneaux de Florange, et pourquoi pas, s'il le fallait, d'aller vers une prise de contrôle public de l'usine de Florange? Il en va de la crédibilité de l'action engagée par le gouvernement qui courageusement fait face sur tous les fronts. Ce serait un signal fort, des perspectives claires pour définir une stratégie de rebond industriel. Cela sera-t-il possible, Monsieur le Ministre? Merci, Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le sénateur de la Moselle, Jean-Marc Todeschini, j'ai en effet déclaré hier à l'Assemblée nationale que le gouvernement et mon ministère avaient reçu 2 offres d'entrepreneurs, dans le détail desquelles je ne peux entrer en raison de la confidentialité que ces industriels ont demandé au gouvernement français. Ce matin, la firme ArcelorMittal a déclaré n'avoir pas connaissance de ces offres. Cela est tout à fait normal, car ce sont des offres qui ont été exprimées auprès de l'autorité politique et non pas d'ArcelorMittal, dans la mesure où ce sont des offres qui concernent un périmètre plus large que celui qu'a octroyé à la reprise ArcelorMittal. C'est la première démonstration, d'ailleurs, de ce que, finalement, le problème des hauts fourneaux de Florange, ce n'est pas la défaillance des hauts fourneaux de Florange, c'est la défaillance de Mittal. Je veux rappeler que Mittal est propriétaire de 25 hauts fourneaux en Europe, disposant de parts de marché quasi monopolistiques, et que ceux-ci, ArcelorMittal, ont décidé d'en fermer 9. À Liège, aujourd'hui, se déroule le même scénario qu'à Florange, et je veux faire observer que ce qui nous avait été dit sur Dunkerque, qui ne risquait rien, aujourd'hui fait l'objet de premières mesures de préparation à la fermeture. Les gouvernements européens que j'ai pris la peine d'aller rencontrer, le Luxembourg, la Belgique, en ont assez d'être menés par le bout du nez par ArcelorMittal. Et nous retrouvons finalement ce qui s'est passé en 2006 lorsqu'il y eut une OPA hostile, sans aucun plan stratégique sur la totalité de l'acier qui a appartenu à tous les citoyens européens. Je rappelle que des gouvernements européens ont dû nationaliser dans l'histoire leur acier. C'était le cas d'ailleurs en France de Raymond Barre. Ce fut le cas également
au Luxembourg, en Belgique, et que c'est par des efforts considérables des contribuables de tous les États européens que cet acier a pu être performant, compétitif. Et qu'une OPA hostile à la famille Mittal est venue finalement placée entre des mains disposant de centres de décision qui n'ont rien à voir avec les intérêts nationaux de ces États européens. Je veux aussi dire que tous les engagements que j'ai fait exhumer par les services à l'époque de l'OPA hostile vis-à-vis de la France, pris par Mittal, n'ont jamais été respectés. Je veux d'ailleurs dire que dans une convention d'ancrage territorial signée en 2009, le groupe ArcelorMittal prévoyait, je cite entre guillemets, d'inscrire dans ses plans d'investissement la réfection de 2 hauts fourneaux dans une période de 2013 à 2015. Ce sont ceux-là même qu'il est en train aujourd'hui de fermer. Je veux aussi ajouter que le groupe ArcelorMittal fait un usage assez immodéré aux yeux du gouvernement français, mais aussi du gouvernement luxembourgeois, des quotas de CO2 et notamment d'un certain nombre d'aides publiques. Je veux aussi également préciser aux sénateurs qui ici m'écoutent, et j'espère que cette information ira au-delà de cette enceinte et qu'elle sera entendue ailleurs, que Mittal aujourd'hui est redevable aux yeux de l'administration fiscale française d'une dette fiscale que nous considérons comme astronomique. Et nous pouvons aujourd'hui considérer que la question qui est posée par vous, monsieur le sénateur de la Moselle, de l'éventualité d'un contrôle public, même temporaire, doit faire l'objet d'une étude sérieuse par le gouvernement. Et c'est le cas de ce à quoi nous nous sommes attelés depuis plusieurs mois. Merci, Monsieur Louis Nègre, pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Je suis obligé d'enchaîner. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Si j'en crois un journal du matin, la situation de la sécurité dans notre pays continue de s'aggraver. C'est ainsi que le mois dernier, les violences à l'égard des personnes ont augmenté de 9% et même 24% en zone gendarmerie. De même, les cambriolages et autres vols, soit presque 190 000 faits recensés, ont cru dans le même temps de 8%. Les effractions de résidences principales et secondaires ont augmenté de 16%. Et enfin, la criminalité organisée, au-delà des cas dramatiques et médiatisés de ces dernières semaines, a augmenté, elle aussi, de 7%. Toutes ces catégories de délits ou de crimes que je viens de citer ont pour caractéristique d'avoir, chers collègues, pour victimes de ces actes, des êtres humains. Nos citoyens, Monsieur le Ministre, subissent ainsi de plein fouet l'impact d'une délinquance qui non seulement ne faiblit pas, mais augmente. Face à ce constat des plus préoccupants, nous proposons, Monsieur le Ministre, que soit organisée en riposte l'union sacrée de toutes les forces de sécurité, police nationale, gendarmerie et police municipale. Cette dernière, qualifiée par Nicolas Sarkozy de troisième force de sécurité de la République, avec ses 18 000 agents, doit accompagner, chers collègues, de manière étroite et complémentaire, l'action des forces de l'État. Aussi, en plein congrès des maires, vous, Monsieur le Ministre, qui avez été maire, comme je le suis, vous avez fait le choix, je reprends vos termes, d'une police municipale puissante, afin d'utiliser tous les moyens mis à ma disposition. Aussi, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, je propose donc que la police municipale, cette police de proximité sous l'autorité des maires, soit le plus étroitement possible associée dans le domaine complémentaire, j'y insiste, qui est le sien, à la réaction de l'État républicain face à la montée de la délinquance et dispose donc, Monsieur le Ministre, en conséquence, des moyens de cette politique partenariale. Je vous propose donc d'agir de manière pragmatique dans un souci d'efficacité de terrain. Je prendrai 3 exemples concrets qui peuvent se réaliser dans un délai très court et sans entraîner une dépense publique, bien au contraire. Accès direct aux fichiers, confirmer la possibilité des contrôles préalables et interconnexion des radiotransmissions. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre. Êtes-vous prêt
à prendre notamment ces mesures. Merci. Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Louis Nègre, pour réaliser l'union sacrée en matière de lutte contre la délinquance et le crime organisé, il faut partir des bons chiffres. Et en tout cas, nous pouvons nous mettre d'accord sur un sujet, c'est que malheureusement la violence dans notre société progresse. Elle progresse depuis longtemps, qu'il s'agisse des violences sur les personnes, des crimes sexuels ou infrafamiliaux, ou tout simplement les cambriolages en zone gendarmerie. Et puis il faut comparer ce qui est comparable, mais ça je le dis en passant. En octobre 2011, les chiffres de la délinquance avaient été arrêtés 2 jours avant la fin du mois, ce qui explique qu'un an après, il y a évidemment des reports qui peuvent donner l'explication que vous cherchez sur l'augmentation que vous soulignez. Mais moi, je ne veux pas polémiquer sur les chiffres, car ce qui m'intéresse, c'est l'activité de la police et de la gendarmerie, et deuxièmement, c'est capacité des forces de l'ordre à combattre la délinquance. Et pour cela, avant de réaliser l'union sacrée, il fallait arrêter de détruire les postes de policiers et de gendarmes, comme ça a été le cas au cours de ces dernières années. 10 000 postes, 3 000 supplémentaires étaient prévus en 2013. Nous faisons le choix contraire et nous créons des postes de policiers et de gendarmes à partir de 2013 tous les ans, 500 parce que nous avons besoin, les forces de l'ordre ont besoin de postes supplémentaires, même si ça n'est pas suffisant, qu'il faut évidemment travailler sur les missions, parce que c'est là le plus essentiel, et s'attaquer aux vrais résultats, s'attaquer aux causes de cette délinquance, le crime organisé, les violences sur les personnes, le trafic de drogue et d'armes, les cambriolages, les arrachages de colliers d'or, parce que nos concitoyens, vous avez raison, nous attendent évidemment sur ces sujets-là. Et je veux dire ma détermination, que ce soit l'État d'abord et l'État d'abord qui assure la lutte contre la délinquance et la sécurité de nos concitoyens. Enfin, bien évidemment, il y a une force inégalement réparties sur notre territoire, les polices municipales, vous l'avez rappelé, moi-même j'ai été maire de banlieue à Évry, en Île-de-France, il y a une police municipale. Cette police municipale, elle est complémentaire du travail que la police et la gendarmerie réalisent. Vos collègues, mesdames et messieurs les sénateurs, René Van Dierendonck et François Pillet, ont réalisé un rapport d'une très grande qualité sur les missions des polices municipales. Nous allons nous en inspirer. Nous allons réunir l'ensemble des représentants des policiers municipaux, mais aussi les élus concernés, pour avancer dans ce sens, parce que la police municipale mérite tout notre respect et d'être intégrée dans la lutte contre l'insécurité. Merci. Monsieur Marc Laménie pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres. Ma question s'adresse à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le 15 novembre dernier, Madame Maryse Lebranchu a annoncé qu'en 2020, les agglomérations les plus grandes éliront leurs représentants intercommunaux au suffrage universel direct. Dès le mois d'octobre, vous-même ne laissiez-vous pas entrevoir une autre perspective au Sénat devant la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, tout en étant cependant moins précis? Vous avez dit: le fléchage est une étape de démocratisation, il n'obère pas l'avenir. La prochaine loi de décentralisation inclura un nouveau statut pour les intercommunalités les plus grandes. Ne lancez-vous pas cette semaine des concertations en vue du dépôt d'un prochain texte sur les modes de scrutin? L'élection en 2014 des délégués communautaires a occupé une bonne partie du premier débat du Congrès des maires mardi, consacré à la nouvelle étape de la décentralisation. La preuve que c'est un sujet particulièrement sensible pour les maires, notamment des petites communes, que la prudence relative des propos des membres du gouvernement à ce congrès et de Monsieur le Président de la République lui-même ne rassure pas vraiment. Le Président de la République a certes confirmé les principaux engagements qu'il avait formulés le 5 octobre dernier dans le cadre des États généraux de la démocratie territoriale organisée par le Sénat, et notamment sa préférence pour le modèle du fléchage pour l'élection des délégués communautaires. Une histoire de contrat de confiance à tisser avec les élus qui semble encore relativement lointain.
Souvenons-nous que lors de l'examen de la réforme territoriale qui a mis en place le fléchage, des craintes s'étaient fait jour sur les bancs à gauche de cet hémicycle, malgré les garanties apportées au motif que la légitimité des maires serait diminuée, estompant inévitablement le rôle des communes. Légitime est donc la crainte des élus de proximité qui se dévouent au quotidien qu'avec les réformes annoncées, les petites communes aient à souffrir d'un autre mode d'élection des délégués intercommunaux. Monsieur le ministre, quelles assurances pouvez-vous nous donner qu'il n'en sera rien? Je vous remercie. Merci, Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Marc Laménie, pourquoi avoir des inquiétudes ou créer des problèmes là où il n'y en a pas? Vous parlez de 2020, parlons d'abord de 2014. Le Président de la République et le Premier ministre m'ont chargé de préparer un texte de loi et de mener une concertation avec les formations politiques et les groupes représentés au Parlement. Elle est en train d'avoir lieu, bien évidemment. Il s'agit à la fois de discuter des dates des prochains scrutins suite à l'abrogation du conseiller territorial, de définir le futur mode de scrutin pour les conseils généraux, et puis enfin de traiter la question de l'intercommunalité. Je veux dire que l'intercommunalité a été une des étapes de l'approfondissement de notre démocratie locale et de l'organisation de nos territoires, et nous le devons évidemment à Jean-Pierre Chevènement et à Dominique Voynet. Que n'a-t-on pas entendu il y a quelques années sur ces questions, alors que progressivement la carte intercommunale est en train de s'achever? Vu les responsabilités de nos agglomérations et de nos communautés de communes, il est au fond assez logique que la question démocratique se pose. Celle du suffrage universel, elle se posera incontestablement. Mais avant d'en arriver là, il s'agit de mieux définir les projets, de rendre plus lisible, plus visible l'action de l'intercommunalité pour nos concitoyens. Et j'ai le sentiment qu'il y a un accord très large concernant ce qu'on appelle le fléchage. Nous y travaillons. Un texte de loi devrait, après cette concertation, être présenté au Conseil des ministres et le Sénat d'abord en serait saisi au mois de janvier, au début de l'année 2013. Comme c'est prévu, bien évidemment, Monsieur le Président Larcher, je commence à connaître la Constitution, j'ai besoin de vos conseils sur bien des sujets, mais pas sur tout. En tout cas, là-dessus, nous aurons l'occasion d'y travailler et nous pourrons ainsi faire avancer la cause de l'intercommunalité à travers ce fléchage. Et au fond, il s'agit de garder tout son rôle à la commune, parce qu'il y a un attachement de nos concitoyens, c'est évident, et progressivement, en même temps, de mieux définir les missions de l'intercommunalité et les élus qui siègent avec une autre idée que le fléchage permettra, c'est la parité qui doit s'imposer aussi dans nos intercommunalités comme dans leurs exécutifs. Voilà, Monsieur le Sénateur, les éléments que je pouvais vous apporter. Merci. Dernière question, Monsieur Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre Delphine Batho. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis l'extension de l'Europe vers l'Est, le centre de gravité du continent s'en est trouvé bouleversé et justifie encore plus aujourd'hui qu'hier un développement équilibré de notre territoire national. Dans ce contexte, l'Ouest a besoin de TGV, d'autoroutes, d'un grand port, mais aussi d'un grand aéroport performant et sécurisant, source d'accompagnement et de développement économique. En 2012, dans un contexte pourtant difficile, toutes les prévisions d'augmentation de transport de voyageurs de l'aéroport de Nantes-Atlantique ont été dépassées et le situent au premier rang français en termes de croissance. En 2017, à son ouverture, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes accueillera ainsi plus de 4 millions de passagers. Le transfert de l'aéroport actuel s'appuiera sur la grande région Ouest et devra en accueillir 9 millions à l'horizon 2050. Ce projet, qui date de plus de 30 ans, a traversé tous les processus juridiques prévus. La consultation et la concertation ont eu lieu. De justes indemnisations aux expropriations sont actées. Bref, la démocratie pleine et entière s'est exercée. Les élus des régions, départements et communes concernés soutiennent ultra-majoritairement ce transfert qui profitera à tout le Grand Ouest. Et pour votre information, par ailleurs, Eva Joly, candidate au présidentiel et opposante emblématique à cette implantation,
a réalisé sur cette circonscription 2,83%. Le temps est donc venu de dire, juridiquement et politiquement, à quelques activistes, ça suffit. Voir des parlementaires chargés de faire la loi et une candidate ayant prétendu aux plus hautes fonctions de l'État et anciennement juge faire le coup de force est affligeant. Il est ahurissant que les élus de la République se lancent dans de telles provocations susceptibles de générer à nouveau de la tension alors qu'ils devraient être plutôt soucieux d'exemplarité. La désobéissance civile a un sens dans un État non démocratique, elle est condamnable dans un État de droit et nous sommes dans un État de droit. Pouvez-vous nous réaffirmer, Monsieur le Ministre, la détermination du gouvernement et nous rappeler l'échéancier de la construction de ce nouvel aéroport? Il est en effet de notre responsabilité de préparer l'avenir. Nous entendons garder notre destin en main et continuer à assurer le développement de notre territoire tout autant que le respect qui est dû à la démocratie. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Vaugrenard, c'est une question évidemment qui concerne directement l'agriculture puisque les exploitations agricoles sont concernées par ce projet. Vous avez évoqué dans votre propos beaucoup de choses. Je pense que tout projet d'infrastructure suscite légitimement des questions et souvent des oppositions, chacun dans son département, sur des infrastructures routières, ferroviaires ou d'autres d'ailleurs, a connu évidemment des mobilisations qui contestent ces grandes infrastructures. Et il faut rester justement, Monsieur le sénateur, dans l'état de droit et faire en sorte que dans ce débat, nous soyons capables tous de dépasser ces oppositions et quelquefois ces passions. Il faut rester, vous l'avez dit, et je le partage, sur l'intérêt général, l'objectif qui est fixé, pas simplement sur les conditions dans lesquelles ça peut se mettre en œuvre. Quel est l'intérêt général de ce projet? Pourquoi, et vous l'avez dit, l'aéroport de Nantes aujourd'hui voit son trafic augmenter? Pourquoi entre Nantes et Rennes, entre deux grandes régions, la Bretagne et les Pays de Loire, qui sont les plus belles, vous le savez, ici, bien sûr, au Sénat. Non, je le dis pour provoquer, mais je vois que ça ne réagit pas. Il y a besoin d'avoir des infrastructures, de s'ouvrir à la fois au niveau de l'Europe et aussi à l'international. Voilà le sens du projet. Et moi, je reste avec le gouvernement sur le sens du projet. Il faut que, dans l'état de droit, bien sûr, toutes les procédures soient respectées, que les débats contradictoires soient respectés. Et ça a été le cas, et il faut que ça continue. C'est pourquoi le gouvernement agit avec cet objectif, le sens de l'intérêt général, l'objectif aussi de prendre en compte l'intérêt de ces régions de l'Ouest et de faire en sorte qu'au travers de cet aéroport, il y ait un outil de développement supplémentaire. Merci. Chers collègues, nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15 pour la discussion du projet de loi de finances pour 2013.